Brut en direct de Paris, Bercy, RFI 16h10 à Paris. Radio Foot International, Hugo Moissonnier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot qui ouvre ses portes comme chaque vendredi. Et comme chaque vendredi, venez profiter du son, mais aussi de l'image. Prenez place devant votre écran, devant notre Facebook Live. Venez partager, réagir, commenter et bien sûr admirer vos vedettes. Habib Bey par exemple, bonjour Habib. Salut Hugo, salut à tous. Bonjour Emin Gono. Bonjour mon cher Hugo et salut à toutes les téléspectatrices. J'espère que je suis assez beau aujourd'hui. Bon voilà. Magnifique. Alors... magnifique. Ce pull, magnifique. Glorious, il y a marqué dessus. Glorieux. Le glorieux Emin Gono. Ah oui, parce qu'aujourd'hui je voulais un peu battre l'homme en binocle là. Ça va pas ou quoi? Vous attaquez sur le physique, sérieusement? Je voulais absolument le dépasser aujourd'hui et j'ai gagné le premier match. On verra. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Hugo, oui, il en faudra plus pour me dépasser. Exactement, j'aime beaucoup vos lunettes et moi j'aime beaucoup les lunettes. Oui, Forcément, on a j'ai un pas peu vraiment le les choix. Bonjour Alejandro Valente. Bonjour Hugo, bonjour à tous. À la carte du Café des Sports aujourd'hui, Manchester United qui a peut-être enfin trouvé son rythme de croisière. Les Red Devils qui sortent d'une victoire contre Chelsea en League Cup. Pas mal. Lyon qui semble enfin en mesure de sortir la tête de l'eau. Toko Ekambi, Karl de son prénom, qui s'éclate dans le sous-marin jaune de Villarreal. Enfin, nous parlerons de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, celle des jeunes pousses qui aspirent à être jetés un jour dans le grand bain. Vous l'aurez compris, mon cher Alejandro, beaucoup d'eau au menu du Café des Sports, c'est inhabituel. Merci à Laurent Salerno, Pierre-Olivier Guérin, Yann Bourdelas, Thibaut Baduel qui offrent en cuisine, en salle et au bar. Place au premier service. Martial, Rashford, couldn't quite run for him. Rashford, brilliant. Martial's in. Yes. That'll seal it. Rashford and Martial was like Cole and York and Pete. Tout va très vite en football, on connaît ce cliché. Ole Gunnar Solskjaer semblait prêt à faire ses valises il y a quelques semaines à peine, mais son Manchester United aura vécu un bel octobre rouge. Il aura fallu une dizaine de jours en fait pour inverser une bien mauvaise tendance avec un nul contre Liverpool à la maison en championnat, suivi de 3 succès de rang à l'extérieur, qui plus est à Belgrade en Ligue Europa, à Norwich en Première Ligue et à Londres contre Chelsea cette semaine, je le disais, en League Cup, succès 3-1. Demain, le 7e du championnat anglais, Manchester United, donc se déplace à Bournemouth. C'est bon, Habib Bey, Solskjaer est sauvé et Manchester United est lancé? Oui, lancé de par aussi le calendrier. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette victoire face à Chelsea qui apparaît comme un coup de la part des joueurs de Solskjaer, mais j'étais au match à Liverpool, je l'ai commenté. Liverpool a été très moyen sur ce match. Manchester United ce jour-là n'a pas été exceptionnel et malgré tout, ils ne le gagnent pas. Alors qu'on aurait pu considérer que face à ce Liverpool, sans Mohamed Salah un petit peu diminué dans le jeu, on aurait voulu voir une équipe de Solskjaer beaucoup plus conquérante. Ensuite, c'est toujours bien de gagner des matchs, mais vous avez cité les adversaires. Belgrade en Ligue Europa, Norwich, là ils vont à Bournemouth, donc ce ne sont pas des grosses équipes. J'attends quand même qu'il y ait un redressement un petit peu plus long, en tout cas sur la durée, face à de grosses équipes de Première Ligue. C'est bien de revoir Manchester United gagner. Maintenant, je peux vous garantir qu'en termes de spectacle, à part ce qu'on a pu voir contre Chelsea, parce que le coup franc de Rashford est juste exceptionnel, mais je trouve que cette équipe reste pour moi inférieure à tout ce qui se fait de mieux en Première Ligue. Et seulement 7e de Première Ligue, je le disais en introduction. Xavier Barry. Oui, mais on a évité la catastrophe. On a évité la catastrophe à 2 niveaux.
Tout d'abord au niveau des résultats, bon, vous l'avez très bien expliqué, Habib Baye aussi, puis surtout au niveau des perspectives. Parce qu'on a tellement usé d'entraîneurs et de projets à Manchester United depuis le départ d'Alex Ferguson que Solskjaer, c'était la bonne synthèse. C'était quelqu'un qui connaît bien le club et qui fait confiance aux jeunes, qui ouvre des perspectives sur l'avenir. Donc qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait viré Solskjaer ? D'ailleurs, c'est aussi peut-être parce qu'il n'y a pas de vraie solution pour le remplacer qu'on lui a laissé un peu plus de temps. Donc là, on a gagné du temps et surtout, on continue à mener à bien ce projet de Ole Gunnar Solskjaer qui s'appuie d'abord sur l'académie dont on rappelle qu'il a été entraîneur il y a quelque temps. Donc, il connaît ses jeunes, il connaît l'esprit du club. C'est la moins mauvaise formule. Effectivement, je suis d'accord sur le jeu. Moi qui aimais le Manchester United de Ferguson, qui était un Manchester United capable d'être flamboyant, avec Beckham, avec Giggs, avec Scholes, avec Cantona, bien sûr, puis avec plein d'autres. Bien sûr qu'on est déçu de voir cette équipe-là. Mais pour le moment, elle préserve l'essentiel. C'est-à-dire qu'elle reste dans la course à l'Europe, elle reste dans la course à l'avenir. Et c'est ça qui est important. D'autant plus qu'on sait qu'en coulisses, il y a aussi des possibilités de rachat du club. Donc, il y a tellement d'enjeux autour de ce club qui est l'un des plus riches du monde, que pour le moment, que sur le terrain, ça se passe pas trop mal, c'est un moindre mal. Ouais, tout ça est bien tiède, Rémi Ngoudou. Très tiède, et je trouve quand même que Xavier Barré, qui aujourd'hui trouve que Manchester United, grand club, peut-être le deuxième le plus riche du monde, préserve l'essentiel, parce que là, ils sont 7e. Si c'était un autre entraîneur, dont je ne voudrais pas citer le nom, Xavier Barré serait venu aujourd'hui avec la machette et le gourdin pour l'assassiner une fois. Donc aujourd'hui, soyons quand même sérieux. Voilà, c'est un Manchester United. Quand on me dit on mise sur la jeunesse et on mise sur un défenseur de 93 millions, quand on me dit qu'on mise sur la jeunesse et on me fait comprendre que Rashford, qui jouait déjà à l'époque de Mourinho et depuis très très longtemps, ou Martial qui est dans ce club depuis 2015, que c'est ça la jeunesse, je vais donc lui dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous appelez la jeunesse? Puisque à partir de là, c'est des joueurs qui sont déjà matures. Moi, je trouve que Manchester United, tout comme Xavier Barré, quand cet entraîneur est arrivé ici, eh bien, dans les 5 premiers matchs, on a dit, c'est magnifique, parce que ça faisait 5 victoires, 15 buts marqués, et puis 3 buts seulement encaissés, avec des clean sheets. On disait, oh, c'est fini, la merde, la variole, la rougeole, Mourinho est parti, vive le grand médecin qui a trouvé tout le mal, et qui a guéri déjà cela et tout, parce qu'il a su diagnostiquer. Cette envie, cet enthousiasme que notre Xavier Barré avait, aujourd'hui, c'est un non, c'est un moindre mal, parce qu'on vient juste de sortir de la zone, et on risque d'y replonger. Il y a un proverbe africain qui dit quand la blessure du fou a juste une peau au-dessus, il croit qu'il est guéri. Vous faites le procès de qui là, de Manchester United? Je fais le procès de Xavier Barré United. qui aurait soutenu Solskjaer au moment de sa nomination oui, début 2019. Manchester United, je suis tout à fait d'accord avec mon ami Habib qui dit il dit à peu près la même chose que moi. Hein. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu, ben, sauf que ta conclusion c'est quoi? C'est qu'on a évité le pire, mais attendez, les autres, vous les virez à chaque fois, et vous dites que vous laissez l'autre comme il vient d'enchaîner 5 autres matchs là. N'oublions pas que quand Solskjaer est arrivé, c'était 17 matchs et une seule défaite. Et dès qu'on a signé Solskjaer, dès qu'on l'a confirmé, il est descendu à 47% alors qu'il avait 85,32% de victoires. Vous voulez dire quoi? Qu'avec Mourinho, c'était parfait, tout allait bien? Ah, mais de toutes les façons, Manchester United avait quand même été en Europe, gagné quelque chose. Ah bon? Mais là, Manchester United ne gagne rien. Cite-moi ce que Manchester United gagne avec votre Solskjaer, que vous dites que, oui, attendez, il fait quand même de bonnes choses avec des jeunes. Cite-moi qui de l'académie de Manchester United est super bon. James, par exemple, qui est arrivé, qui est Daniel James, qui est un joueur formidable. Depuis des siècles. McTominay, qui l'a installé au milieu. Alors, je suis d'accord. C'est Mourinho qui Je suis d'accord que c'est Mourinho qui l'a installé, mais aujourd'hui que Pogba n'est pas là, McTominay fait bien le boulot au milieu de terrain, dans un registre effectivement travailleur obscur, pas flamboyant, mais il est là aussi. Donc non, il s'appuie sur les jeunes, et à part effectivement la clé de voûte de la défense, qui est le joueur qui sont allés chercher à Leicester, Maguire, qu'ils ont payé effectivement très cher. À part ça, il fait beaucoup jouer les jeunes. Et moi, je trouve ça plutôt encourageant pour Manchester United. Je trouve qu'ils ont stoppé de progresser à travers les années. C'est-à-dire que depuis que Ferguson est parti, comme l'a dit Rémi, Mourinho est arrivé à gagner des titres. Donc ça, c'est le plus important pour un club. Mais je trouve que dans la progression par rapport à un Manchester City, par rapport à un Liverpool, on a vu des équipes, même Tottenham,
par exemple, on a vu cette équipe réduire l'écart qu'il pouvait y avoir avec cette équipe de Manchester United. Donc ça veut dire que City a progressé, Liverpool a progressé, Tottenham a progressé. Et je vais même vous dire, Leicester a progressé, par exemple, des équipes comme ça. Et on se rend compte que Manchester United, aujourd'hui, n'est pas une équipe au niveau de ces équipes-là. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où Manchester United trustait les premières places, c'est qu'en l'espace de 4-5 ans, oui, Manchester a gagné des titres avec Mourinho, mais non, Manchester n'a pas progressé à travers le fait que les jeunes soient sortis de l'académie. C'est vrai qu'il y a des jeunes, mais ces jeunes-là n'ont pas permis à Manchester de garder leur statut qu'ils pouvaient avoir par le passé. Et ça, c'est la problématique. Mais lorsque vous voyez là maintenant, ça vous pousse à être optimiste pour la suite. Solskjaer, Rashford, Martial, tout ça, c'est une bonne rampe de lancement, une bonne plateforme pour la suite. Ça l'est par le talent de certains joueurs. Quand on voit Rashford et qu'on voit ce garçon, on se dit oui, le talent est là. Par contre, il y a de l'inconstance dans son jeu. En ce moment, il est très très bon. Mais avant Liverpool et avant qu'il marque contre Liverpool, parce que c'est lui qui marque contre Liverpool, oui exactement, sur le centre de James, c'est un joueur qui n'avait pas marqué. Juste avant ce match, j'étais aux commentaires, tout le monde disait oui, Rashford est en panne sèche. Et là, depuis qu'il a marqué contre Liverpool, il retrouve la forme. 4 buts en 4 matchs. Voilà. Mais il est inconstant. Donc le problème, c'est qu'à ce niveau-là, si vous voulez amener une équipe au top, il faut marquer des buts. Il faut avoir un buteur qui marque tous les week-ends. Et ça, c'est peut-être le problème de Rashford, même s'il a un immense talent. C'est le problème de la jeunesse. Cette ligne d'attaque, elle n'a pas, même si ces joueurs sont là depuis longtemps, comme le rappelait Rémi Ngono, en tout cas pour ce qui est de Martial, c'est vrai, mais c'est des joueurs qui encore n'ont pas un énorme vécu, puisqu'ils sont arrivés très jeunes. Rashford, c'est un pur produit de oui, mais là où je rejoins Rémi, c'est sur Martial. Par exemple, Martial, on dit la jeunesse, mais on le dit ça depuis 4-5 ans. Alors il est déterminant pour United cette saison. Il y a une statistique qui a circulé ces derniers temps. Manchester gagne beaucoup plus avec lui au coup d'envoi que mais d'accord, mais s'il est blessé 6 mois dans l'année, c'est un problème aussi. Ouais, mais le souci de ces joueurs-là, c'est que c'est vrai qu'ils ont des statistiques. C'était un petit peu le cas de Coman en Allemagne. On disait il a des statistiques. Oui, mais quand on regarde la feuille de route, on se rend compte qu'il joue 5 matchs, il est absent 6 matchs. Et puis il rejoue 5 matchs, il est très bon, mais il est absent 6 matchs. Donc valoriser les joueurs qui... Alors à part quand c'est une grosse blessure, où malheureusement on peut pas grand-chose. Mais c'est souvent des blessures musculaires pour Martial. Donc ça, c'est un problème. Alejandro Valente. Là, il y a un joueur dont on ne parle pas, c'est Paul Pogba. Et pourtant, c'est... Et pour cause. Il est souvent blessé. Ce retour un peu au chemin du succès des Manchester United coïncide avec la blessure de Pogba. Donc c'est d'autant plus encourageant parce qu'on peut penser qu'avec le retour de Pogba, tout ça va peut-être tourner mieux. En plus, novembre offre à Manchester United un calendrier très favorable avant les gros matchs qu'il attend en décembre, notamment contre City. Donc c'est l'occasion, je pense, pour Manchester United de profiter pour engranger des points. Quand Pogba n'est pas là, le Manchester United joue un jeu plus direct encore. Et donc c'est mieux ou c'est moins bien? Je suis pas d'accord avec ça, Xavier. Non, je suis pas d'accord. Ça va très vite sur les côtés. Mais quand tu vois les passes de Pogba à Manchester United, il a vachement de verticalité. Les gens qui disent que Manchester joue plus rapidement sans Pogba, moi, je trouve que les gens sont quand même durs avec Paul Pogba. Quand il est avec Manchester, on a quand même un Rashford qui est... Voilà, je trouve que c'est comme... Attends, moi je trouve que Manchester United est meilleur avec Pogba. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas entendu Rémi Ngono. Qu'est-ce qu'il va dire? Nos auditeurs vont se plaindre. Rémi Ngono sur Pogba, indispensable ou pas? Qu'est-ce que ça révèle, cette bonne période de United sans lui? Non, Pogba, c'est lui qui a fait renaître Manchester United de ses cendres et surtout qu'il voulait régler ses comptes à José Mourinho. Donc, il a fait quand même marcher Manchester United. On ne peut donc pas dire que l'homme qui a été la base de Solskjaer devienne son problème. C'est plutôt sa solution. Sauf que il s'est blessé et bien évidemment, Manchester a eu à plonger de telle sorte que on s'est retrouvé à des statistiques qui étaient pires que celles de 1977. Donc, si aujourd'hui, Manchester, comme par exemple on dit, va battre Chelsea, bon, ok, on va dire, c'était quel Chelsea? Mais c'était un Chelsea totalement diminué à 60%. Oui, donc, à une certaine période, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils font un jeu très direct, un jeu qui est beaucoup plus incisif et décisif, mais bien au contraire, c'est que les adversaires qu'ils ont eu ces derniers temps n'étaient pas aussi puissants que ça. Oui, parce que là on parle de la bonne forme de United. C'est vrai que le début de saison était l'un des pires depuis très longtemps. Je suis étonné que Rémi Ngono n'ait pas rappelé que Norwich avait battu Manchester City. Bon, Manchester United n'est pas tombé dans le pliège. Lyon a battu Manchester City. Oui, mais la saison dernière, là je parle de cette saison. On peut rappeler que, par exemple, Manchester United avait surclassé Chelsea en début de saison, que depuis les trajectoires s'étaient complètement inversées. Alors même si c'était un match de Coupe de la Ligue où tous les titulaires n'étaient pas alignés d'entrée, voilà, en allant gagner à Chelsea, Manchester United confirme un léger mieux. On peut pas nier ça. C'est une vraie perf. C'est une vraie perf et en termes de confiance pour une équipe comme ça. Avoir un match référence, même si c'est un Chelsea, et là je rejoins Rémi qui est un petit peu diminué, il y avait quand même 3 joueurs titulaires absents de ce 11 de départ et c'est 3 joueurs importants, mais Chelsea était aussi dans la forme du moment, donc pour Solskjaer, c'est bâtir sur une telle victoire,
c'est important, on l'a dit, c'est la coupe. Mais Manchester doit se redresser, Manchester doit de nouveau la confiance et c'est bien que ça soit Martial et Rashford qui marquent des buts parce que ce sont quand même vos attaquants. Demain, 11e journée de Premier League, Manchester United sur la pelouse de Bournemouth. Vous parliez de Lyon il y a quelques instants, mon cher Rémi. Eh bien, la transition est toute trouvée. Encore Memphis Depay qui se montre. Memphis Depay qui va accélérer, Memphis Depay qui va enchaîner. Le capitaine lyonnais ce soir montre l'exemple. Memphis Depay, 1-0 pour l'Olympique lyonnais. Un but et un penalty provoqué. Il est dans tous les bons coups ce soir. Le néerlandais Moussa Dembélé qui permet à Lyon de mener 2-0. Memphis, il m'a donné sa disponibilité pour jouer dans l'axe. Moi, j'ai bien aimé non seulement ses matchs, il a d'ailleurs marqué, puis il s'est comporté en leader et pas que quand il avait le brassard. Voilà, déjà sur les 2 premiers matchs. Pas le prochain match en tous les cas, puisque j'ai dit que je le faisais tourner le brassard. Jason Denayer sera le capitaine à Toulouse. Voilà, un petit résumé du week-end passé pour Lyon. Enfin une victoire en championnat à la maison contre Metz. Le premier succès en Ligue 1 depuis la mi-août. Le premier succès de l'ère Rudy Garcia en 3 rencontres. Il est temps d'enchaîner à présent pour les Gones à Toulouse en championnat demain. Et puis il y aura le Benfica à domicile dans la semaine qui vient. Memphis Depay est toujours aussi indispensable. On l'a entendu, le brassard de capitaine que portait donc le Néerlandais contre Metz est toujours lui aussi tournant. Alejandro Valente, la méthode Rudy Garcia est-elle en train de prendre et de faire effet à Lyon ? C'est peut-être encore un peu tôt pour le dire. C'est vrai que ces succès permet en tout cas d'arrêter une série noire, mais je pense que la semaine qui commence va être déterminante. Vous avez parlé du déplacement à Toulouse, de la venue de Benfica. Il y a aussi un match contre Marseille juste avant la trêve internationale. C'est cette semaine qu'on verra si vraiment la méthode Garcia commence à produire vraiment ses effets, car Lyon est très en retard sur tous les plans et il a besoin quand même de gagner et de gagner plusieurs matchs de suite. Habib Aïs, sur cette histoire de brassard tournant, vous avez été joueur et capitaine. Ça vous inspire quoi cette méthode, cette audace ? Parce que c'est pas courant. Je l'utiliserai pas, mais je pense que c'est une façon pour lui de voir qui est capable d'endosser une certaine pression avec ce brassard. Pour moi, le brassard, il est pas symbolique, mais le vrai capitaine d'un vestiaire, c'est votre vestiaire. C'est un élément que vous allez choisir pour être en quelque sorte votre relais. Mais il n'est pas unique. J'ai été capitaine en club et en sélection. Vous n'êtes pas le seul référent. Et vous prenez des lieutenants avec vous qui vous accompagnent dans le guidage un petit peu de votre groupe et vous êtes le relais de l'entraîneur. Parce que vous n'allez pas avoir un entraîneur à 22 joueurs à taper à sa porte. Donc je pense qu'il arrive dans un club qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas les joueurs dans leur personnalité. Il essaye et il voit comment se comportent les joueurs avec Memphis Depay capitaine ou ça peut être Marcelo. Donc ça ne me choque pas plus que ça, même si je n'utiliserai pas cette méthode-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait des choix forts. Bertrand Traoré de côté, ça montre à un moment donné que c'est parce qu'il doit rester en fait dans le cadre d'équipe et dans la ligne directrice qu'il a fixée. Il passe en 4-4-2, ce qui est aussi un changement pour Lyon, qui a toujours évolué en 4-3-3. Et je pense qu'il va s'appuyer sur 2 forces qui sont pour moi très importantes à Lyon. Et c'est la seule façon pour lui d'avoir des résultats, c'est l'entente Dembélé-Memphis Depay. Si vous arrivez à faire marcher ce duo, ce sont 2 buteurs. Il y en a un qui est un joueur techniquement assez exceptionnel, qui est aussi inconstant, mais avec sa sélection qui est pour moi exceptionnelle, c'est Memphis Depay. Et Dembélé, c'est un buteur. Dembélé, vous le mettez à Lyon, vous le mettez à Celtic, vous le mettez ailleurs, il marquera des buts, c'est un buteur. Donc à partir de là, si vous arrivez à trouver un projet de jeu qui met en lumière les qualités de ces 2 joueurs-là, vous allez avoir des résultats. Et puis c'est la meilleure période, je trouve. Parce qu'il y a ce petit match qui arrive face à Marseille, avec le retour de Rudy Garcia au Vélodrome. Marseille qui n'est pas dans une bonne passe en ce moment. S'il vient à gagner ce match, alors là, il y a l'arrivée de Garcia qui va être valorisée par cette victoire. Et je pense que Benfica, à part l'erreur de Lopez, c'était un match qui restait cohérent. C'est-à-dire que le match est perdu, donc ça devient une catastrophe. Mais c'est surtout l'erreur du gardien qui fait que Lyon est jugé d'une façon médiocre sur ce match-là. Et ça, c'est pas forcément la faute. C'est même pas du tout la faute de Rudy Garcia. Avant, il y avait eu un nul à la maison contre Dijon, donc cette défaite à Lisbonne, et là il y a une victoire contre Metz. Toulouse n'est pas un ogre, Toulouse qui vient également de changer d'entraîneur, Xavier. Et est-ce que vous êtes plutôt optimiste là pour la suite des choses là? Oui, parce que Garcia a l'expérience. Moi, contrairement à Habib, je pense qu'effectivement faire tourner le Capitana, c'est une bonne chose quand effectivement on connaît pas bien les joueurs et qu'on attend de voir quel leader peut se dégager. Il sait que Lyon, c'est quand même un vestiaire où il y a
beaucoup de personnalité. Il y a quand même un vrai problème pour le choix du capitaine, pardon. Vous avez une star qui parle pas français, ou très peu, Memphis Depay. Vous avez un gardien qui avait le brassard à Benfica, à Lisbonne, contre Benfica, qui se trouve avec le brassard au bras. Vous avez un Jason Denayer qui, dans ce registre, ne faisait pas l'unanimité non plus. Donc, c'est quand même un choix qu'il doit effectuer et il se donne le temps. C'est plutôt malin de sa part. D'autres l'ont fait avant lui. Moi, je me souviens, Aimé Jacquet, pour la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde 98, il a fait tourner le brassard jusqu'à l'attribuer à Didier Deschamps. Donc ça, c'est des formules qui existent et qui permettent justement à l'entraîneur de gagner du temps. Et compte tenu de la situation à Lyon, je pense que le temps, c'est son meilleur allié. Mais il n'en a pas beaucoup quand même. Parce que autant Toulouse, là, ce week-end, on s'y gagne pas, c'est pas très grave. Autant Benfica la semaine prochaine en Ligue des Champions, il faut absolument gagner ce match. Ouais, le Benfica, dernier du groupe, dont Lyon est troisième. Lyon a été relégué à la troisième place de son groupe en Champions League. Avant la phase retour, Rémi Ngono sur les débuts de Rudy Garcia. Enfin, cette victoire en championnat qui est quand même à mettre à son crédit. À mettre à son crédit. Franchement, on parle de Lyon. On parle de Lyon. Mais moi, je dis, je ne mets rien dans le crédit de Rudy Garcia ou vous prononcez même pas son nom correctement. Rudy plein de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes béni entre les entraîneurs. Et parce que justement, Xavier Barré nous dit que c'est un entraîneur expérimenté. Où est l'expérience? Mais parce que quand j'essaie de regarder, mais en même temps, elle refait ce que ce mec avait à Marseille. Mais s'il n'a pas réussi à qualifier Marseille en Ligue des Champions, il y a un problème. Il est allé en finale de la Ligue Europa. Mais attendez, l'effectif de Lyon, c'est exactement... L'effectif de Lyon actuellement est plus faible que l'effectif qu'il avait à Marseille. Je devrais vous dire que ce monsieur avait à Marseille, c'est lui qu'on appelle actuellement au Campos, qui est devenu, à peine il quitte Marseille, il devient titulaire en Argentine. Ce monsieur avait Payet qui était l'une des flèches de lance de l'équipe de France. Dès que Rudy Garcia l'a pris, il est devenu brouillon, nul, zéro. Il avait les gens comme là. Attendez. Tu peux pas dire ça. Il avait Mandandan ne parvenait même plus à arrêter. Même un ballon qui avait 2 mètres de large. Mais c'est pas possible. Mais parce que c'est un entraîneur qui ne fait pas progresser des joueurs. J'ai dit, Thauvin n'a pas progressé sous Garcia, personne n'a progressé sous Garcia. Rémi, là c'est l'inventaire à la Prévert. Là aujourd'hui, on me parle de Lyon. Voilà, il fait une petite victoire qui n'est pas convaincante. L'équipe de Lyon, comme je le dis, avec Genesio, avait gagné contre Manchester City. Donc aujourd'hui, vous me parlez de ces Garcia-là, il n'y a rien. Tout ça, il va tomber après. Il commence toujours comme ça. Après, on applaudit. Et moi, je connais, il y a un proverbe africain qui dit que quand vous applaudissez beaucoup, un danseur, il finit par s'embrouiller et il tombe sur le tapis. Bon, c'est Rudy Garcia, excessif, ça. Non, mais après... Il a été champion de France avec Lille, on peut quand même le rappeler. Non, là où je rejoins pas Rémi, c'est qu'il a beaucoup d'expérience. Là où je rejoins Rémi, c'est que lorsqu'il faut aller truster les places d'honneur, il a souvent failli à sa tâche. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité avec Marseille pendant 2 ans de qualifier ce club pour la Ligue des Champions. Et je vais revenir aussi à quelque chose qui est très marquant cette année en Ligue 1, c'est la faiblesse de notre championnat, il faut le dire. Les années précédentes, on avait pu voir avec Monaco, avec Lyon qui battait le PSG, certaines équipes qui arrivaient à bousculer en quelque sorte les Parisiens, c'est-à-dire Monaco a été champion. On avait quand même des matchs le dimanche soir qui étaient d'une immense qualité pour la Ligue 1. Encore une fois, à remettre au niveau de la Ligue 1. Cette année, on est dans un championnat qui est très très faible. Il faut dire la vérité. Si vous pouvez me citer un match qui vous a marqué depuis le début de saison en termes de qualité, où vous vous dites même Lille... Donc ça, c'est plutôt un atout pour Garcia. C'est un atout pour Garcia. Lyon, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, première mi-temps. Quel beau match. Et donc, à partir de là, ça permet à Rudy Garcia de se dire, dans un championnat qui est pour l'instant un championnat très moyen de la part de toutes les équipes qui sont les poursuivants du PSG, comme je le disais Xavier, c'est qu'il va avoir un petit peu plus de temps, moins de pression parce que les équipes devant ne vont pas lui mettre un écart s'il y a faux pas. Mais je pense que c'est une bonne période pour lui. Des nouvelles de Bertrand Traoré, vous en donniez tout à l'heure à Bibey. Il n'est plus titulaire dans cette équipe de Lyon, il n'était même pas sur le banc, il n'était même pas dans le groupe face à Metz le week-end dernier. Il devait se remettre en question. On écoute Rudy Garcia sur Bertrand Traoré. Je pense que c'est l'un des meilleurs de l'effectif. Il m'a fait tellement de misère quand j'ai joué contre lui. C'est ce que je lui ai dit, que j'attends beaucoup plus de lui. Mais franchement, il a bien reçu le message. Je pense que sur la semaine, je pense que ça a été le meilleur joueur à l'entraînement. Des nouvelles rassurantes
Alejandro Valente de l'étalon, dont on attendait beaucoup lorsqu'il a rejoint Lyon en 2017 et qui déçoit notamment cette saison. Absolument, et on connaît, enfin personne ne peut, c'est un joueur qui est bourré des talents. Après, je pense que c'est un joueur qui a du mal à s'insérer dans la discipline d'un club, qui a tendance quand même à se laisser souvent aller, à aller dans la facilité. Donc peut-être que ce rappel à l'ordre sera salutaire pour lui, parce que Lyon a besoin quand même d'un bon Bertrand Traoré. Vous avez encore espoir en Traoré ? Oui, c'est un joueur de qualité. Comme beaucoup de joueurs de cette nouvelle génération qui nous impressionnent, c'est très inconstant. C'est-à-dire que sur un match, il peut vous impressionner et voir en lui un joueur déroutant, comme il l'était par exemple à l'Ajax. Et puis le week-end d'après, il vous désole parce que vous vous dites ouais, où est le talent ? Son entrée contre le Benfica, par exemple, elle avait été catastrophique. Par exemple, après, je pense qu'il sert d'exemple pour Rudy Garcia. C'est-à-dire qu'il s'est servi de l'exemple Bertrand Traoré pour dire à son effectif, vous voyez, c'est un joueur important de l'effectif. J'ai aucun problème à l'envoyer dans la tribune. Et sachez que si vous n'êtes pas investi dans votre mission de redresser ce club, c'est ce qui vous arrivera aussi. Donc, si le message a bien été perçu par Bertrand Traoré et qu'il y a réaction du joueur, tant mieux. Ça voudra dire que le management de Rudy Garcia a fonctionné. S'il perd le joueur sur l'année, ça voudra dire qu'il s'est en quelque sorte trompé. Moi, j'ai jamais été très convaincu par Bertrand Traoré. J'avoue que dès son arrivée, j'avais des doutes. C'est un joueur qui est capable de fulgurance, mais qui manque beaucoup de régularité. Donc voilà, quand on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaquants de talent à Lyon, il y a Jeffrey Adelaide qui vient d'arriver d'Angers, il y a le petit Martin Terrier qui est arrivé l'année dernière de Lille via Strasbourg ou l'inverse. Bref, il y a le petit Cherki qui est en train de sortir, là, qui est formé au club. Je ne suis pas sûr qu'il ait de grandes perspectives à Lyon, mais bon, on verra. Je souhaite pour lui me tromper, mais j'en suis pas sûr. Il se trompe, Xavier Barré. Comme d'habitude. Bon, désolé. Mais il oublie quand même que Lyon recrute Bertrand Traoré parce qu'il fait une excellente, voire 2 grandes saisons avec l'Ajax. Tout comme aujourd'hui, on peut... Il dispute une finale de Ligue Europa contre Mourinho. Justement, et c'est lui qui bat Lyon. Et lui, il a oublié ça. Donc, à une certaine période, lorsqu'on dit... Il y a eu un problème à Lyon, c'est que Bertrand Traoré a perdu sa place l'année dernière. Pourquoi ? Parce que Lyon prenait beaucoup de buts et on lui demandait beaucoup plus d'investissement sur le plan défensif, ce qu'il ne sait pas faire. Ça fait que lorsque Lyon va rencontrer Manchester City, lui qui était titulaire, on le sort, alors qu'il était toujours le premier à être dans l'effectif, et on met Cornet. Et c'est à partir de là qu'il perd une confiance. Donc, à partir de là, il s'est senti ne plus être indispensable et il n'en est plus jamais revenu. Le mettre dans des tribunes, comme Rudy Garcia l'a fait, je dis bien, il y a toujours un revers de la médaille. Parce que soit vous tapez sur l'orgueil de quelqu'un qui est capable de rebondir, soit vous l'enfoncez. S'il ne se rappelle pas de l'épisode de l'année dernière et que lui, il prend les mêmes fautes, eh bien, il aurait perdu un joueur qui fonctionnait très très bien ailleurs. Vous regardez par exemple à la Juve. Lorsque, par exemple, au niveau de la Juve actuellement, on se rend compte que voilà un défenseur qui était brillant à l'Ajax, mais il arrive à la Juve, il devient catastrophique. L'entraîneur l'appelle, lui dit tu continues, au lieu de le mettre au niveau du banc. On ne peut pas taper sur ce garçon comme on est en train de taper là. Chaque joueur est différent. Voilà, Rémi, c'est compliqué de tout comparer. 2 passes décisives, en tout cas. Seulement 2 passes décisives et 0 but en 12 matchs pour Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, on s'en souvient, sur le podium du prix RFI Marc-Vivien Fouet en 2018. Et le lauréat, cette année-là, il s'appelait Karl Toko Ekambi. 1-2 avec Ekambi encore. C'est magnifique. Je suis africain, je suis camerounais et le prix c'est le prix Marc-Vivien Fouet qui était camerounais, donc je suis fier de gagner ce titre devant des joueurs qui jouent dans des grands clubs en Ligue 1. Hay que verlo, ¿eh?
Toko Ekambi, avec l'accent espagnol, qui a malheureusement mal refermé. Un excellent mois d'octobre pour lui. Il n'a pas pu empêcher la défaite de Villarreal face à Eibar hier en Liga 2-1. Il a même eu l'occasion d'égaliser en fin de partie. Il était pourtant dans une belle dynamique, le Camerounais. 5 réalisations en un peu moins d'un mois. Le Lion indomptable semble globalement, malgré ce faux pas hier à Eibar, bien parti pour réaliser une deuxième belle saison au sein du sous-marin jaune de Villarreal. 18 buts, on le rappelle, 18 buts, 7 passes décisives lors du précédent exercice, alors qu'il s'agissait de sa première expérience hors de France. Rémi, pas simple de s'exporter dans la foulée d'un prix Marc-Vivien Fauet RFI. On leur porte parfois un peu malheur à croire que c'est comme ça à nos lauréats. Mais bien sûr, c'est pas de notre faute. Beaucoup l'ont fait, partir après leur prix. Peu ont réussi. Lui, il l'a fait. Il a connu une bonne première expérience. Karl Toko Ekambi, il a fait un bon choix de carrière et qui se valide également en ce début de saison. Oui, ça se valide. Et puis, il faut savoir surtout que c'est l'un des rares joueurs hyper polyvalents. Parce qu'aujourd'hui, quand même, dire qu'au niveau de l'attaque, il ne partait pas pour être directement avant-centre. On savait que Baka était là, il y avait Moreno qui avait de la mesure et qui avait de la distance par rapport à lui. Mais on se rend quand même compte qu'en 641 minutes, tout ce qu'il a fait là, c'est 5 buts. Donc, il n'était pas titulaire. C'est-à-dire que sur les 11 matchs, il n'a été titulaire que 7 fois. Et donc, il fait beaucoup mieux que ce qu'on pouvait attendre. Donc, pour moi, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas, et d'ailleurs, vous avez pu le constater, même à Angers, quand il a fait la meilleure saison, c'est quand il a été repositionné comme avant-centre. Et c'est là où il avait inscrit 17 buts. Est-ce que son véritable poste, au lieu de le balader sur les côtés, ne serait véritablement pas d'être au niveau de la pointe, parce que c'est un excellent finisseur et des 2 pieds. Oui, parce que vous avez bien fait de le rappeler, il a quitté Angers. Il évoluait à Angers lorsqu'il a reçu son prix RFI Marc-Vivien Fauet. C'est un des attaquants africains qui compte en Europe, Habib Beye. Il compte et j'aime ses qualités. J'aime ses qualités parce que, comme le dit Rémi, il peut s'imposer à plusieurs postes. Je pense qu'il est destiné à finir dans l'axe parce qu'il a toutes les qualités pour le faire. Ne pas oublier qu'aussi, pour un joueur comme lui, un attaquant comme lui, s'adapter en Espagne avec cet aspect où on fait beaucoup tourner, où on veut trouver ces petits attaquants qui décrochent. On sait que Toko Ekambi est plus un attaquant de profondeur. Et lorsque vous regardez le but qu'il marque le premier lors de son doublé, qui d'ailleurs, on va voir le deuxième sur le centre où il va mettre l'extérieur du pied, mais le premier c'est sur une balle en profondeur dans le dos de la défense, et sur ça il est très très à l'aise. Je pense que à Villarreal aussi, au début de saison, on a voulu être dans ce football de possession, et je trouve qu'on n'a pas voulu utiliser sa vitesse. Et là on se rend compte aujourd'hui que la vitesse de Toko Ekambi fait des dégâts en Liga, et je crois que c'est un joueur, comme l'a dit Rémi, qui lorsqu'il a été repositionné par Stéphane Moulin à Angers, a fait de très très bonnes choses parce qu'il va vite, parce que je trouve qu'il est intelligent dans ses déplacements, et surtout il a la capacité à ne pas avoir beaucoup de déchets devant le but. Donc je crois qu'il avait une première saison honorable. S'il arrive à enchaîner les matchs et à continuer cette efficacité, on peut voir un Karl Toko Ekambi marquer plus de 20 buts en Liga. Et pour l'instant, sa carrière elle est plutôt bien gérée. Alejandro Valente, voilà, il a pris le temps de progresser en France. Il a 27 ans, donc il est parti relativement tard. Et là, il est dans un club dont on ne parle pas souvent et qui, depuis 15 ans, est régulièrement bien placé en Liga 7e actuellement. Je pense que c'était effectivement un bon choix parce que certains joueurs se perdent parce qu'ils vont dans des clubs qui recrutent énormément, qui ont tendance à prendre des joueurs dont ils n'ont pas vraiment besoin, voire éventuellement à les laisser sur le banc, les prêter, etc. Villarreal est un club bien géré, un club un peu familial, avec une très bonne ambiance, un très bon management. Et donc, c'était effectivement un bon choix. Et on peut noter quand même qu'on parlait de sa dernière saison à Angers. Il avait marqué effectivement 17 buts, mais son ratio de buts à Villarreal est bien meilleur qu'à Angers. Cette année, il est à un but tous les 5-15 minutes, donc c'est quand même une très belle performance. C'est vrai que Villarreal est une équipe plus offensive et de meilleur niveau qu'Angers quand même, mais tout de même, c'est pas négligeable, et je pense qu'effectivement, il est au bon endroit, au bon moment, et il a tout pour réussir. Ne partez pas forcément en Angleterre, voilà le message qu'on peut passer à nos prochains lauréats. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui a été dit là, Karl Toko Ekambi en est parfaitement conscient et parfaitement lucide sur le sujet. Il le dit dans une interview qui est diffusée sur Canal+ Sport cette semaine, dans le Liga World, dans le magazine Liga World, et il dit effectivement que lui, il apporte de la profondeur au jeu, qu'il est complémentaire de Gérard Moreno, mais pas vraiment concurrent, même s'ils ont le même âge, mais que Gérard Moreno marque un peu plus que lui. Et puis il dit aussi une chose intéressante, c'est qu'il est arrivé fatigué en début de saison, puisqu'il était à la Coupe d'Afrique des Nations, et que du coup, il a eu un peu de mal à se mettre dans le rythme. Il n'a pas
pas été beaucoup titulaire depuis le début. Je crois qu'il a marqué que 3 buts. Et donc, il faut lui laisser un peu le temps de se remettre de ses émotions de la Coupe d'Afrique des Nations. Et petit à petit, là, il revient bien dans le rythme. Et je serais tenté de dire, il revient au bon moment. Parce que maintenant, il va y avoir tous les rendez-vous qui vont s'enchaîner très, très vite. Fatigué de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce Qu'est-ce qu'il a joué là-bas? C'est ce qu'il dit, que le décalage... Il me semble qu'il était titulaire en phase de groupe. Il n'était pas titulaire contre le Nigeria en huitième. Voilà, justement. Oui, mais le fait c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est pas ça. Il n'a pas eu de vacances. Qu'il trouve une autre raison. C'est ce qu'il dit. Hein. Moi, il n'a pas eu de vacances. Il a été effectivement tout l'été, j'allais dire, sur le pont, ou Sadio presque. Mané est allé jusqu'en finale, attendez. Oui, mais bon, après voilà, c'est ce qu'il dit. Et moi, je veux bien le croire. Je veux bien le croire qu'effectivement, quand vous arrivez dans un groupe qui est constitué, même s'il y était déjà la saison dernière, mais encore une fois, souvent comme joker, pas toujours comme titulaire, là, il arrive et il ne peut pas prendre ses marques tout de suite. Il faut lui laisser un peu de temps. C'était sa première expérience à l'étranger aussi. C'est pas toujours oui, et puis facile. il a un concurrent qui marque des buts, comme tu l'as dit. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui trouble les entraîneurs. Aujourd'hui, on a très très peu d'équipes qui jouent avec 2 attaquants de pointe. Vous avez souvent un joueur qui tourne autour. Et c'est vrai que Toko Ekambi est un joueur de profondeur. Difficile de l'associer parce qu'ils prennent beaucoup de place, parce qu'ils font des appels croisés, ils font des appels dans l'axe. Donc ils prennent un maximum de place devant. Et peut-être que le fait que Moreno marque des buts, c'était difficile aussi pour l'entraîneur de dire je vais sortir Moreno, je vais les associer, mais dans mon projet de jeu, c'est pas ce qu'on recherche. Des fois, vous êtes aussi tributaire de ça, pas forcément de la forme du moment. Et quand vous avez l'opportunité, c'est là qu'il faut montrer, il faut marquer, parce que là, l'entraîneur se dit, bon, bah, comme il marque, je peux pas non plus le sortir, donc il va falloir que je modifie les choses. Et c'est bien pour Toko Ekambi. C'est un joueur nigérien qui est aussi très rapide, et donc... lui, il est côté droit. Voilà, il est côté droit, mais il peut pas toujours les associer tous les deux en même temps. Allez, les encouragements de Radio Foot pour Karl Toko Ekambi, malgré le mauvais esprit légendaire d'un certain Rémi Ngono. Villarreal qui reçoit Bilbao ce week-end. Karl Toko Ekambi, bien sûr, camerounais. Mais félicité, attendez. Oui, vous l'avez félicité. Qui nous laisse un peu l'épisode de Cannes, oui. là. Non. Mauvais esprit ponctuel de Rémi Ngono. Le Cameroun, votre pays, le pays de Karl Toko Ekambi, dispute actuellement la Coupe du Monde des moins de 17 ans. On va enchaîner rapidement. C'est le dernier sujet de débat de l'émission. Vous allez gagner. Je crois que ça va pas très bien quand même pour vous. 2 matchs de défaite, non, me semble-t-il. Ah bon? Au Brésil. Le Tadjikistan, ça vous dit quelque chose? Vous sauriez le situer sur une carte? En tout cas, le Tadjikistan a battu, les Lionceaux. Quand même. Et c'est vrai, ça m'a fait faire beaucoup de géographie. L'Argentine a également battu les Lionceaux qui vont avoir du mal à se qualifier pour les huitièmes de finale. Au contraire, excusez-moi, du Nigeria, de l'Angola et du Sénégal. Voilà. Bien sûr. Vous pouvez chambrer. Au-delà de soutenir son pays, ce qui est tout à fait légitime, la Coupe du Monde des moins de 17 ans, qui donc se déroule en ce moment au Brésil, c'est une compétition de jeunes. C'est pas forcément une compétition très attrayante pour le grand public. Qui la regarde véritablement cette compétition? Qui regarde ce type de compétition? Ça vous intéresse vraiment, Habib Beye? Ça m'intéresse maintenant parce que, je vais être très honnête, parce que le Sénégal a gagné ses 2 premiers matchs. 2 victoires assez probantes contre les États-Unis et la deuxième contre les Hollandais, c'est ça, en marquant 7 buts en 2 matchs. Donc c'est ça qui est intéressant. On a un joueur qui est aussi meilleur buteur de cette compétition pour l'instant avec 3 buts. Papsar. Ouais, exactement. Qui a le nom d'un illustre joueur du passé, Papsar, avec qui j'ai joué. Un membre de l'épopée de 2002, oui. Pape Matassa. Donc c'est un joueur de lance. C'est bien. Après, qui regarde? On est face à des jeunes qui ne sont pas encore prêts, en quelque sorte, pour le très très haut niveau, même si parfois vous avez des surprises. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant parce que souvent on se dit « Ah, ce joueur-là, on l'avait vu ». Moi, je me rappelle de la génération espagnole, à l'époque où il y avait les Gabri, où il y avait même les Coquet et compagnie, et qu'on a revu 6-7 ans après. On s'est dit « Ah oui, ces joueurs-là étaient sur le mondial moins de 17 ». Donc, il y a toujours des choses à voir. Le niveau de jeu... J'ai regardé quelques matchs, en résumé, c'est parfois assez, en fait, on s'attend à quelque chose de très léché et c'est parfois un peu décousu. D'ailleurs, il y a des scores assez larges dans cette Coupe du Monde. Donc, non, il y a toujours des bonnes choses à voir, toujours des bonnes surprises sur des jeunes joueurs. Donc, c'est intéressant. Mais est-ce que c'est plutôt quelque chose pour les professionnels? Parce que les recruteurs, ils ont tout intérêt à suivre cette compétition. Osimhen, par exemple, Victor Osimhen, meilleur buteur en 2015. Oui, mais moi, je me souviens, j'ai souvent commenté cette compétition sur Eurosport, quand elle était diffusée à l'époque sur Eurosport. On découvrait des jeunes pleins de talent. Il y a eu Kirkic, Toni Kroos, fin des années de Bojan Kirkic, absolument, qui était là avec des très bonnes équipes d'Espagne ou d'Allemagne qui ont ensuite confirmé plus tard, pas tous évidemment, mais un certain nombre. On découvre aussi des joueurs africains, on découvre des joueurs sud-américains qui n'ont pas parfois été encore préemptés par les grands clubs européens ou les grosses écuries sud-américaines. Donc, mais
plus ça va, moins on en découvre en fait. Et le meilleur exemple, c'est Ansu Fati. Aujourd'hui, Ansu Fati, il aurait dû aller avec l'Espagne puisqu'il a été naturalisé au dernier moment pour cette compétition au Brésil. Et finalement, il n'y est pas allé. Pourquoi ? Parce que les dates de la compétition qui se déroulent, au lieu de se dérouler en fin de saison comme c'était d'habitude le cas, se déroulent en pleine saison. Donc les plus talentueux de ces joueurs de moins de 17 ans, eh bien, les clubs préfèrent les garder. Et donc les fédérations font jouer des remplaçants. Donc du coup, la compétition perd un peu en intérêt du fait que certaines stars qui pourraient tirer la compétition au niveau de la notoriété, eh bien, sont absentes. Le Nigeria est le recordman de victoires dans cette compétition. Les pays africains peuvent briller dans ces compétitions de jeunes plus qu'elles ne le font dans les compétitions seniors. C'est très suivi, par exemple, au Cameroun, ce type de compétition, la Coupe du Monde des moins de 17 ans, la CAN des moins de 17 ans ou des moins de 20. Oui, c'était suivi avant le début de la compétition, avec l'épisode du fils d'Eto. Il ne vient pas, Paul Biya signe le décret, va-t-il faire que ceci et cela? Parce que c'est Eto. Donc voilà, donc finalement, on se rend compte que c'est quand même de la bouillie qu'on est en train de prendre là-bas lorsque vous citez le nom d'une équipe, donc personne ne savait que ce pays-là existait sur la planète Terre. Et lorsque vous vous rendez quand même compte... Du calme. Ouais, mais vous vous rendez compte de surcroît, le Cameroun haut comme un panneau de basket en tant que champion d'Afrique qui se fait maltraiter de cette façon-là. Et contre l'Argentine, c'était encore de l'amateurisme, lourdeau, menant au score 1-0 à la 10e minute où on s'est fait tabasser 3-1. Et puis... Voilà, c'est l'équipe du Cameroun qui est beaucoup trop décevante et c'est beaucoup plus inquiétant parce que ça risque d'être le Zaïre à la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde. Bon, en tout cas, ça intéresse les Camerounais. Regardez, ça c'est... Oui, c'est une indication. C'est intéresser les Camerounais, mais actuellement, là, quand vous faites... je ne sais pas quel Camerounais aura le courage de regarder le match contre l'Espagne. Puisque j'ai dit, on a bien peur qu'on ne fasse comme le Zaïre à la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on prenne carrément un 7 buts. Voilà, donc ce sera un match de tennis. Donc là, c'est une déception, mais tous les autres, ils ont essayé de faire quelque chose. Mais ça montre aussi ce que représentent les championnats locaux. C'est-à-dire que lorsque vous regardez le championnat camerounais, lorsque vous voyez ce qu'ils sont en train de faire là, vous comprenez que nous ne faisons rien de sérieux dans notre championnat. Pourquoi est-ce que les équipes africaines sont bonnes dans ces compétitions de jeunes et performent un petit peu moins, désolé de le dire, quand... Dans les compétitions seniors. C'est un sujet un peu tabou. Un sujet trop vaste. C'est un sujet un peu tabou. C'est un débat qui a existé sur parfois le fait que certaines équipes africaines mettaient des joueurs qui n'étaient pas vraiment âgés de 17 ans. On le sait, il ne faut pas se cacher derrière tout ça. Cette fois-ci, il y a les tests IRM. Mais non, je dis que dans le temps, je ne parle pas de cette édition-là, je dis que dans le temps, on a vu des équipes africaines gagner ces Coupes du Monde et ensuite les générations n'ont pas suivi. Parce que forcément, si vous avez 20 ans et que vous jouez avec des gamins de 16 ans, l'écart est énorme. Lorsque vous avez 24 ans, que vous jouez face à un gamin de 20 ans, l'écart n'est plus aussi important sur le plan physique parce que les deux sont en maturité. Donc on a eu ce problème-là. Aujourd'hui, et on en a parlé lundi dernier dans le Talent d'Afrique, il y a eu des choses qui ont été mises en place de la part de la FIFA, de la CAF pour avoir un suivi justement pour marquer en quelque sorte les joueurs dès le plus jeune âge de façon à avoir un suivi sur eux lorsqu'ils arrivent dans ces catégories-là. Donc c'est bien si on arrive à assainir ce problème qui a existé et qui n'existe pas qu'en Afrique, qui a existé aussi en Amérique du Sud. Donc aujourd'hui on stigmatise l'Afrique, mais ça a existé au Brésil, ça a existé ailleurs, au Mexique, et qu'aujourd'hui si on arrive à au moins diminuer ce problème-là, espérons que les équipes africaines réussissent toujours à performer dans ces compétitions de jeunes de façon à les voir un petit peu plus tard, surtout ces générations monter un petit peu plus tard. Alors je vous avais confié une patate chaude, vous en êtes brillamment sorti, mon cher Habib Beye, quel talent, quel professionnalisme. Les cartons. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et oui, que serait le Café des Sports sans ces traditionnels cartons vert, jaune ou rouge, Rémi Ngono? Alors, je vais donner un carton vert à Didier Drogba. C'est dommage que ce ne soit pas au niveau de ma page Facebook Rémi Ngono officiel parce que actuellement je suis un peu en vacances. Et je vais féliciter ce Drogba-là parce qu'il est en train d'ouvrir, il a un projet pour 60 salons de coiffure, d'esthétique pour recruter des jeunes, 500 au total. C'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'après le football,
il sait au moins qu'il peut être utile à son pays et qu'il faudrait promouvoir la jeunesse, pas seulement dans le football comme d'aucuns font toujours, mais partout ailleurs. Et c'est bien quand on pense à la jeunesse, parce que, comme le dit un proverbe africain, les fleurs d'aujourd'hui sont les fruits de demain. C'est vrai qu'il ne chôme pas. Hein, vous tirez, vous le coiffez chez Drogba, Rémi pourquoi pas la coupe Drogba? Il vous en reste des cheveux? Il vous reste des cheveux coiffés? On va vérifier ça, on a les bandes, vous êtes filmé. Souriez, mon cher Rémi. Habib Bey, votre carton. Un carton vert, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais à l'équipe de Génération Foot qui a joué et qui a été battue les armes à la main face aux Amalek. Et en même temps, dans ce carton vert, j'ai mis un carton rouge à la CAF qui n'a pas pris ses responsabilités parce que les Amalek a voulu essayer de manipuler cette équipe de Génération Foot. Je trouve que Génération Foot a marqué le coup pour que ça ne se reproduise plus, c'est-à-dire d'essayer de manipuler des matchs qui sont aussi importants. C'était un match pour rentrer dans les poules de Ligue des Champions africaine. Et je trouve que le fait que Génération Foot ait joué ce match, l'ait joué jusqu'au bout, ils l'ont perdu malheureusement face à une immense équipe du Zamalek en termes d'histoire et en termes de titres. Bravo à eux et bravo à Madi Touré et toute son organisation pour avoir marqué le coup sur cet événement-là. Ouais, ce serait trop long de vraiment rappeler l'affaire en détail. Oui, non, je voulais dire que Génération Foot est bien représentée à cette Coupe du Monde de moins de 17 ans dont on parlait tout à l'heure, justement. Il y a des joueurs qui représentent Génération Foot dans l'équipe sénégalaise. Bah, globalement, Génération Foot est bien représentée dans le football en général. Vous savez de quoi on parle. Xavier Barré. Carton vert aussi. Carton vert à Thiago Motta. Parce qu'il a pris un risque quand même important en reprenant le Genoa. Alors c'est un club qu'il connaissait pour y avoir joué il y a quelques années, mais qui est quand même en mauvaise posture en Serie A italienne. Lui qui était entraîneur des jeunes au Paris Saint-Germain la saison dernière. Alors il n'avait pas obtenu les résultats espérés en Youth League, mais bon, il aurait pu continuer. Il avait quand même une rente de situation assez agréable, mais il ne s'entendait pas avec l'ancien directeur sportif qui est parti d'ailleurs depuis. Il a préféré quitter le club et donc il relève ce défi et ça a commencé par un match contre la Juventus à Turin. Ils ont joué une partie du match à 10 contre 11. Ils ont fini à 10 contre 10 d'ailleurs parce que Rabiot a été exclu. Et ils se sont inclinés au bout des arrêts de jeu sur un pénalty de Cristiano. À un moment donné. Oui, à la fin. Et ils se sont finalement inclinés sur un pénalty de Cristiano Ronaldo à la 90e plus 6. Donc bravo à Thiago Motta. Le premier match était vraiment pas facile et il s'en est plutôt pas trop mal sorti, ce qui laisse augurer pour le Genoa et pour lui donc un avenir, on l'espère, plus facile. Les débuts encourageants de Thiago Motta sur un banc de touche. On en parlait justement hier dans Radio Foot. Alejandro Valente. Allez, je vais faire un exercice difficile, c'est donner un carton vert à la CAF. En ces moments, c'est pas tendance, mais je vous explique la raison. Vous savez, il y a la CAN des moins de 23 ans qui va commencer dans quelques jours en Égypte et la CAF a décidé d'aligner dans cette compétition 3 arbitres féminines, ce qui est quand même un joli signal. Salma Mukasanga, la rwandaise, qu'on avait déjà vue à la Coupe du Monde en France il y a quelques mois. Et puis la zambienne, arbitre assistante Diana Chikotesha et la marocaine Fatia Germoumi. Donc voilà, une bonne initiative quand même pour la CAF. Ce n'est pas très fréquent ces derniers temps. Tournoi qui qualifie les équipes africaines pour les Jeux Olympiques de Tokyo la saison prochaine. Le siège social de la CAF est au Caire par rapport aux Amalek. C'est pas un hasard. Il me semble que la CAN des moins de 23 ans aura lieu également dans la capitale égyptienne. Le carton de Radio Foot, il est vert également. Il est adressé à la Norvégienne Ada Egerberg, la première lauréate du Ballon d'Or féminin. C'était en 2018, c'était l'an passé, qui est devenue mercredi la seule meilleure buteuse de l'histoire de la Ligue des Champions féminine. Donc, elle a marqué ses 52e et 53e buts dans cette compétition. C'était contre les Danoises de Joring, 24 ans, Ada Egerberg, qui donc marque encore un peu plus l'histoire du football féminin. Le record de buts chez les hommes, vous l'avez en tête? Cristiano Ronaldo. Non, juste au sujet de votre carton vert, on peut regretter qu'elle n'ait pas disputé la Coupe du Monde féminine puisqu'elle est en retrait de sa sélection. Ouais, elle aura été la grande absente de ce mondial en France. Merci Habib Bey, merci Rémi Ngono, merci Alejandro Valente. Oui, et un petit mot justement pour Habib Bey, énormément de messages pour saluer sa venue aujourd'hui au Café des Sports. Merci d'avoir été là, merci également à Xavier Barré. Merci à toute l'équipe du Café des Sports ce week-end sur RFI Mondial Sport. Olivier Pron, ne l'oubliez pas, ça lui fera plaisir. Ciao, bonne soirée.
Musical du rap. Pourquoi est-ce si dur de percer pour les artistes féminines évoluant dans ce genre musical en France mais aussi en Afrique? Pour y répondre, direction le Tchad à la rencontre de la jeune Denemadi Victoire Didita, alias Crazy Missy. Alors on dit quoi? Présenté par Jaran Jaya. Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. Le coq chante, Sayouba Traoré. Selon les chiffres officiels, la forêt en France métropolitaine couvre 29,7% du territoire.